Donc on va passer à la deuxième session de la matinée. Donc j'ai été rejoint par Olfa Hamzaoui qui travaille à Clamart pour modérer cette deuxième session. Et donc on a le plaisir d'accueillir Quentin Hénaf, qui est directeur adjoint des ressources humaines à la FHF et qui a eu la gentillesse d'accepter de venir nous parler sur les solutions entre guillemets administratives pour pallier aux difficultés de recrutement médical. Un très grand merci d'être venu aujourd'hui pour partager avec nous votre expertise. Merci. Bonjour à tous. Je pense que le micro fonctionne. Déjà, c'est un plaisir d'être parmi vous et d'avoir été invité à participer à votre deuxième journée nationale extra-universitaire. Donc c'est un plaisir. Alors évidemment, c'est des conditions un peu particulières aujourd'hui malgré l'impressionnant dispositif qui est proposé. Alors pour me présenter rapidement, donc en effet, je travaille actuellement au pôle ressources humaines de la Fédération hospitalière de France et j'étais jusqu'à il y a peu, jusqu'au mois de juin 2020, à Roubaix, au centre hospitalier de Roubaix, comme directeur des affaires médicales. Je vais essayer de répondre à la commande qui m'a été faite et en tout cas je m'appuierai sur ces connaissances pratiques. J'avais travaillé notamment avec le docteur Patrick Herbeck qui était le chef de service de réanimation sur un plan global, je dirais, d'attractivité sur la période 2019-2020 puisque nous avions comme beaucoup de services, je suppose, des difficultés à renouveler, je dirais, une équipe qui avait connu un saut qualitatif en termes d'organisation, puisqu'on était passé d'une réa sur un vieux site à une belle réa flambant neuve, mais avec davantage de lits. Et donc, oui, parfait. Et donc, on avait le besoin de recruter pour arriver à une équipe de 12 praticiens. Et donc, on avait notamment, grâce à ce plan, recruté 3 médecins intensifs et réanimation sur une équipe de 12, du coup, et 2 jeunes praticiens qui avaient passé le concours de PH. Je remercie Sacha Sarfati et Christophe Vinsonneau qui m'ont du coup fait cette proposition qui m'a à la fois intrigué puisqu'on n'est pas toujours amené à aller s'exprimer, je dirais, devant des groupes comme le vôtre, et en même temps j'essaierai de faire acte de modestie puisque je n'ai pas vocation, enfin j'ai pas le sentiment que j'ai toutes les réponses sur les solutions administratives et que des solutions magiques existent, mais en tout cas je pense que par le binôme notamment direction équipe médicale, on peut réussir à faire beaucoup de choses. Donc une volonté de contribuer à vos travaux et en même temps de participer du programme qui est le vôtre et qui est important parce qu'il montre à la fois, je dirais, toute la place centrale, la place pivot qu'occupent les services de réanimation dans l'infrastructure hospitalière. Voilà. Donc l'attractivité, en 2 mots, c'est à la fois donner envie aux plus jeunes. C'est pas forcément ce que je vais traiter aujourd'hui, mais c'est un des aspects importants, je crois, de votre journée. Pour rentrer dans la formation. Et puis, par contre, donner des outils aussi aux équipes et aux chefs de service. C'est un peu plus comme ça que j'ai pensé la présentation que je vous propose. Voilà. Alors, après le Ségur, puisque du coup, on est dans un contexte où, en plus, on a eu des modifications, donc je vais, je dirais, organiser le temps en 2. La première, c'est parler d'attractivité et puis des réponses que le Ségur a pu apporter. Et puis la deuxième, plutôt un peu la boîte à outils, en tout cas les réflexions qu'on peut avoir à la fois sur les viviers de recrutement possibles et puis sur un début de stratégie, en tout cas de plan qu'on peut organiser. En tout cas, c'était ce que nous avions fait à Roubaix. Alors d'où partions-nous sur l'attractivité? C'est un thème que la FHF a imposé, je dirais, dans le débat public, sans vouloir dire qu'on était évidemment les seuls ni les premiers à en parler, mais en tout cas la FHF, en reprenant depuis pratiquement une dizaine d'années maintenant vraiment ce thème-là pour dire
On a un sujet sur les ressources humaines médicales, il faut rendre attractif la carrière publique. Ça a pu contribuer, je pense, à vraiment en faire qu'aujourd'hui, il y a des plans qui se sont succédés sur l'attractivité depuis 2015 notamment. Et puis, vous voyez, Ma Santé 2022, la loi d'organisation et de transformation du système de santé, le plan à venir pour l'hôpital. Rien que sur les, je dirais, 2 dernières années, on a beaucoup de plans qui ont parfois été présentés comme les plans de la dernière chance, en tout cas, qui apportent des outils. Sont-ils suffisants? Je ne sais pas, nous le verrons, mais en tout cas, nous, à la Fédération hospitalière de France, on continue à pousser pour que l'ensemble des outils possibles, à la fois sur le plan financier et sur le plan organisationnel, soient mis en œuvre pour vraiment rendre attractifs nos carrières. Alors l'attractivité, je dirais, il y a 3 leviers principaux. Évidemment, il y a le levier de la rémunération, ce dont je dirais le Ségur a pu apporter des outils nouveaux, mais ce n'est pas uniquement ça, l'attractivité. Il y a évidemment le sujet de la qualité de l'exercice professionnel, alors, qui réunit ce deuxième axe, qualité de l'exercice, beaucoup de notions différentes, à la fois le management dans les équipes, la permanence des soins, la taille de l'équipe, globalement, on pourrait dire la qualité de vie au travail aussi. Et puis le 3e levier qui est important, c'est l'accès aux innovations et aux équipements, c'est avoir des plateaux techniques qui soient de bon niveau, pouvoir faire de la recherche quand les praticiens le souhaitent. Et je sais que dans votre discipline, en médecine intensive et réanimation, il y a beaucoup de praticiens qui font de la recherche, et ça fait partie aussi, je pense, de l'intérêt des métiers qui sont les vôtres, et puis évidemment le nombre de lits. Alors cette année 2020-2021, on a 3 agendas, je dirais, qui sont un peu fusionnés en un avec le Ségur, puisqu'on a des mesures qui vont être mises en œuvre normalement dans les prochains mois, qui étaient déjà présents dans la loi ETSS, notamment le statut unique de PH, la création d'un nouveau support contractuel unique, la possibilité de faire des valences non cliniques. Il y a des mesures nouvelles. Vous les connaissez, la création des échelons de fin de carrière, l'augmentation de l'IESPE, également le sujet sur la diversification de la formation des formateurs. On a parlé du 2e DES également, enfin voilà, un certain nombre de choses. Et puis je dirais des mesures hors Ségur, mais qui sont toujours d'actualité. Je ne vais pas forcément toutes les détailler, mais il y a un travail sur la gouvernance et la gestion des affaires médicales, des ressources médicales au sein des groupements. Il y a le sujet très important de la carrière hospitalo-universitaire et notamment des groupes de travail qui sont en cours pour encourager, faciliter aussi l'entrée dans les carrières hospitalo-universitaires. Et puis le sujet des PADU, dont on pourra parler comme vivier potentiel. J'imagine pas le vivier central, mais un vivier qui peut répondre à un certain nombre d'attentes. Alors je vous ai mis, mais ça vous l'aurez, je pense, le PowerPoint avec un peu la chronologie des différentes mesures. Si je dis en 2 mots ce que je pense être l'un des aspects importants des réorganisations et des réformes qui ont pu avoir lieu depuis 2 ans, c'est vraiment une attention très forte qui a été mise sur les débuts de carrière. Les futurs PH vont avoir accès à des carrières beaucoup plus dynamiques et mieux rémunérées en entrée de carrière, et ça c'était important. Il y a un sujet maintenant de milieu de carrière, parce que voilà, on a le début de carrière. Je dirais le Ségur apporte aussi avec les échelons de fin de carrière une attractivité ou en tout cas une fidélisation possible pour la fin de carrière. Maintenant, on aura l'enjeu qui n'est pas des moindres, qui est celui des milieux de carrière. Alors en médecine intensive et réanimation, c'est un milieu de carrière qui est un peu différent, je dirais, de d'autres disciplines. Vous avez un métier qui est assez intense en termes de charge de travail, de stress, et peut-être moins de liens possibles avec de la médecine ambulatoire ou de la médecine en clinique privée. Mais voilà, il y a aussi ce sujet du milieu de carrière qui n'est pas que un sujet financier, mais qui est en partie un sujet de rémunération, et qui est surtout comment on aussi
aménage le rythme de travail, en tout cas pour les praticiens que je connaissais à l'hôpital de Roubaix. C'est évidemment, avec la permanence des soins, un sujet d'équilibre vie privée, vie professionnelle qui est à trouver. J'attire votre attention sur deux éléments importants de ce PowerPoint qui a été proposé par le ministère des Solidarités et de la Santé. J'ai juste fait l'encadré rouge autour des points importants, je pense. C'est celui de la création des valences non cliniques. C'est un aspect qui était attendu des professionnels. En tout cas, nous, on l'avait défendu à la Fédération hospitalière de France, à savoir aménager dans les temps pleins des activités qui ne soient pas je dirais, au chevet du patient, mais d'avoir la possibilité de s'exprimer de manière différente, à la fois dans la recherche, des fonctions institutionnelles, je dirais des fonctions transversales ou d'activités de services non postées. Je pense que c'est un des éléments qui permet de fidéliser les praticiens, de leur permettre de renouveler, je dirais, l'intérêt aussi professionnel en dehors d'uniquement l'aspect clinique. Deuxième élément qui va être à mettre en œuvre, je dirais, ces deux éléments par les équipes et les chefs de service en lien avec évidemment l'administration, c'est la création de l'entretien professionnel annuel qui était aussi attendu. On est en train de discuter lors des différents groupes de travail qu'on a pu mettre en œuvre depuis septembre avec la DGOS et puis les représentants de syndicats hospitaliers. Ce travail d'entretien professionnel qui vise aussi à, je dirais, améliorer le suivi de la carrière entre le chef de service et les praticiens de son équipe. Voilà. Tout ça, c'est intégré dans le projet de nouveau statut unique de la carrière hospitalière, nouveau statut unique d'EPH, donc qui sera normalement validé par les instances consultatives, je pense, dans le premier trimestre pour devenir réalité probablement au cours de l'été. Voilà. Il y a le sujet de la réforme des PADU. Je vous ai mis sur cette slide quelques éléments. Je n'ai pas vocation peut-être à tout détailler, mais je dirais que jusqu'ici, on a des praticiens diplômes hors Union européenne qui étaient assez peu accompagnés et intégrés dans nos équipes avec un niveau très variable de compétences, très, très variable d'expérience, etc. Et la réforme qui a été proposée lors de la loi OTSS vise à justement essayer de fixer un cadre plus uniforme avec un lien notamment avec les facultés qui est plus grand et un peu moins distinct en fonction des différentes origines des diplômes, en tout cas de ces praticiens. Ça peut du coup constituer à terme aussi pour des équipes qui auraient des difficultés à recruter des praticiens, je dirais, qui ont fait leur internat en France, à avoir une source de recrutement peut-être supplémentaire. Donc il y a le dernier texte qui est sur le statut de PADU qui a été vu en Conseil supérieur des personnels médicaux en décembre, qui n'est pas encore publié, mais vous avez déjà les deux anciens, je dirais, décrets de juin et d'août qui permettent de restructurer le parcours de formation et d'intégration avec l'idée qu'il y ait le concours national qui est fait au niveau du CNG en décembre permettent aux PADU qui sont lauréats de ces EVC de pouvoir s'inscrire sur une liste d'aptitudes et donc du coup comme actuellement pour les internes vous êtes agréés pour des stages et puis vous pouvez ouvrir un certain nombre de postes, vous pourrez gérer après de la même façon les postes de PADU après la réforme. Voilà. Sur ces praticiens, ils exercent par délégation et sous la responsabilité du praticien. Donc c'est similaire, je dirais, aux internes. La durée du parcours va être variable de 6 mois de stage d'adaptation, je crois, pour ceux qui sont diplômés du Canada, jusqu'à 2 ans. 2 ans, c'est plutôt la norme au regard des volumes de praticiens concernés, avec la possibilité d'exercer dans plusieurs établissements et surtout un lien plus étroit qui va être fait avec les facultés pour justement accompagner tout au long des 2 ans la formation.
Voilà. Ils seront admis sur le service de garde et d'astreinte des internes de droit commun et de manière dérogatoire, je dirais un peu comme les docteurs juniors. En fonction des niveaux, vous pourrez les mettre sur vos tours de permanence des soins seniors. Alors du coup, j'ai essayé donc dans les solutions administratives, je vous ai fait un panorama assez bref, mais qui montre un peu les évolutions sur la carrière, d'essayer de réfléchir avec vous sur les dispositifs, enfin les viviers à votre disposition. Et en tout cas, c'est la manière dont on avait réfléchi à Roubaix sur les outils qui s'offraient à un centre hospitalier, donc qui, je disais tout à l'heure, avait une douzaine de praticiens, était sur 20 lits de réanimation, plus un projet de stabiliser 6 à 10 lits d'unités de soins continus qui étaient accolés à la réanimation et qui, pour ça, supposait de réussir à recruter davantage de praticiens pour que le projet soit viable. Alors, dans les manières, je pense, qu'on peut avoir de réfléchir sur le sujet, un peu des viviers possibles de recrutement, vous avez évidemment comment on accueille bien les internes pour qu'ils aient envie de venir dans vos services. Cette question se pose évidemment pour les services universitaires qui ont vocation à voir, je dirais, l'ensemble des internes, mais également pour les centres hospitaliers non universitaires qui ont parfois 5 ou 6 internes chaque semestre. Donc voilà, le parcours, l'accueil, proposer des tutorats, des référents dans l'équipe, en gros, faire en sorte que le stage se passe le mieux possible et qu'il soit le plus accompagné. C'est notamment important dans votre discipline parce que c'est une discipline qui est, je dirais, plus difficile en termes de... je trouve la réanimation, c'est un milieu impressionnant. Et il y a une responsabilité qui est très forte vis-à-vis des patients qui sont dans des états très fragiles. Et donc, il y a, je dirais, un choc aussi émotionnel qui est présent dans l'ensemble des disciplines de médecine, mais qui est très fort avec potentiellement les droits au remords, en tout cas sur le début de la mise en place du nouveau DES. On a vu de la réforme du troisième cycle, on a vu que ça pouvait être important. Donc il y a vraiment ce parcours d'accompagnement que nous on avait mis en place avec la possibilité d'avoir de manière bimensuelle, peut-être une réunion où on présente une étude de cas, un article, on discute, ça permet aussi d'animer les temps d'échange dans les équipes et évidemment la possibilité d'accompagner lors de la réalisation des thèses, notamment peut-être avec les unités de recherche clinique. Sur les assistants, les chefs de clinique et les docteurs juniors, la principale des recommandations, c'est de regarder dans les internes qui sont passés dans vos services, qui pourraient être intéressés s'il y a des postes vacants pour venir faire donc les docteurs juniors qui sont nouveaux, mais aussi les assistants et les chefs de clinique, et puis proposer potentiellement aussi des missions de remplacement. Nous, le faisions beaucoup parce que ça permet de faire découvrir le service. Vous avez été interne, vous venez travailler un peu plus comme un senior dans le service. Ça permet aussi pour les équipes de tester les candidats éventuels et savoir si on veut proposer un poste ou pas. Sur les seniors, la démographie, vous aurez un point cet après-midi dessus, n'étant pas très favorable dans votre discipline. Il y a pas beaucoup, je dirais, de seniors qui cherchent des postes en permanence, mais il peut être intéressant de regarder dans vos co-internes, dans les réseaux que vous pouvez avoir constitués, s'il y a des candidatures, je dirais certifiées, parce que vous en avez une petite connaissance de leur niveau qui pourrait être intéressée. Alors parfois on est dans une équipe et puis on n'a pas la possibilité de faire la surspécialisation ou de s'épanouir dans l'équipe comme on le souhaiterait, et on peut vouloir en milieu de carrière changer d'équipe pour voir un autre univers et puis surtout pour travailler avec des gens qu'on apprécie. Et puis il y a la partie qui est à co-construire, je dirais, en termes de projet institutionnel, qui est comment on aménage les postes. Alors aménager les postes, ça ne veut pas dire on vient faire son marché et on fait que ce dont on a envie, mais il est toujours intéressant de pouvoir faire une activité de recours, de venir apporter
un domaine d'intérêt, un DU qu'on a fait et qu'on peut mettre en œuvre, participer à une activité de greffe par exemple, etc. Faire de la recherche et notamment avec la possibilité pour 2021 de travailler sur les valences, on va pouvoir dédier du temps pour ceux qui le souhaitent aux activités de recherche. Et puis des temps partagés, anesthésie, réanimation qui sont possibles. Ce n'est pas d'expérience, je pense, le plus facile parce que c'est deux métiers qui sont assez différents, mais vous pouvez avoir, notamment chez des jeunes candidats, des profils qui ne savent pas en fin de cursus ce dont naturellement ils s'orienteraient et du coup avoir la possibilité d'avoir ce choix, ça peut permettre de repousser peut-être un choix plus définitif. Et puis du coup, je disais, les praticiens diplômés hors Union européenne peuvent être, en fonction notamment des établissements, si vous avez peu de candidatures, ça peut être une ressource utile. Je terminerai par ce qui est, à mon sens, fondamental, c'est que ces réorganisations d'activités, ce plan qu'on avait mis en œuvre, il est possible que s'il y a une parfaite cohésion et un binôme très fort entre le chef de service, chef de pôle éventuellement, et puis direction des affaires médicales, parce qu'il faut vraiment, se retrousser les manches, collectivement, si on veut réussir à redresser une situation qui, sur le papier, n'était pas favorable. Donc pour ça, quelques recommandations. Le projet médical, parfois il est fait, renouvelé à chaque changement de chef de service ou à chaque mandat, mais sans y apporter une attention particulière. Moi, je pense que c'est vraiment un élément fondamental pour aussi, quand on réfléchit sur les activités qu'on peut proposer dans le service, vraiment réfléchir à comment on veut positionner le service et qui pourrait faire quoi. Donc c'est un élément qui était important pour nous et qui a fait que on a pu se dire telle personne veut partir par exemple faire de la greffe, et on va on va payer une formation et puis on va organiser le service pour que cette personne-là, ce praticien, puisse être vraiment moteur aussi pour le service. Donc l'entretien annuel, on en a parlé. Les valences, ça va vraiment être l'ordonnance qui va paraître au printemps, donc qui va modifier le statut de PH, va être une possibilité d'innover, de créer. Quand il y avait déjà des services qui avaient un peu cette habitude, donc on va partir sur des bases existantes, et puis d'autres, ça va être la possibilité de repenser l'activité du praticien. En termes de rémunération, nous avions fait le choix de passer d'un décompte de demi-journée historique à un décompte horaire qui permet de valoriser davantage et plus tôt le temps additionnel. C'est une disposition qui est possible pour la réanimation et donc ça peut être intéressant. Alors ça pose des questions aussi de réflexion sur la manière dont on organise l'activité. Je dirais que dans notre service, on avait les plus anciens praticiens qui étaient très attachés à la demi-journée, des plus jeunes qui étaient plutôt favorables à un dispositif de décompte horaire. Donc c'est pas une question simple, mais c'est une question un sujet qui est possible. Et puis la complémentarité avec les projets de pôle et d'établissement, notamment le service d'accueil des urgences, l'anesthésie, parce que les patients peuvent venir, du bloc opératoire ou du service d'accueil des urgences, et que c'est important aussi de fluidifier les parcours pour savoir bien qui fait quoi et comment on prend en charge les patients. Avant qu'on passe aux questions, du coup, j'ai fait cette slide sur les gisements d'attractivité qui n'a pas vocation à tout synthétiser, mais à remettre en avant les principaux points sur lesquels nous souhaitons à la Fédération hospitalière de France, et moi en particulier, travailler dans les différents groupes de travail sur lesquels on est amené à s'investir. Je pense qu'il y a vraiment un travail d'individualisation des parcours. Encore une fois, c'est pas le supermarché où on choisit ce qu'on veut, mais je pense que c'est important de se sentir bien dans une équipe et du coup de pouvoir discuter des projets et de comment on fait un projet d'établissement à partir des projections individuelles, l'entretien d'évaluation, le projet de service, possiblement un projet de recherche aussi, parce que votre discipline est très impliquée dans un certain nombre d'axes de recherche, et la période, Covid nous l'a encore plus montré. La territorialisation. Ça, c'est un sujet qui est à la fois de crispation, d'inquiétude, et en même temps potentiellement aussi un sujet de repenser l'offre de soins au niveau des équipes. La valorisation de l'investissement, les valences, il existe,
le texte est passé en 2020, et il faudra le mettre en œuvre. Les projets d'engagement collectif, jusque-là, on avait peu d'outils pour valoriser, quand il y a un gros projet, par exemple, organisationnel, l'engagement des uns et des autres. Et donc, c'est un projet médico-soignant. C'est une petite prime qui a vocation à être identique pour tout le monde et du coup à aussi valoriser quand une équipe participe à un projet, pas que symboliquement, mais à plus de matériellement ce projet. Et puis enfin, une réflexion qui est importante sur les nouvelles modalités de travail médical, notamment en lien avec les outils numériques. Il existe des outils de télémédecine. Parfois, vous avez des astreintes dans vos services. Comment on peut suivre sans être à 2 ou à 3 sur place, en fonction de la taille de vos équipes. Évidemment, en réanimation, vous êtes un peu moins concerné par ce champ qui est ouvert, puisque la garde sur place est évidemment 99% de la permanence des soins. Mais c'est vrai que, notamment sur la partie qu'on a vécue au printemps et là sur la deuxième vague, pouvoir suivre à distance sans être forcément à revenir sur place peut être des outils en tout cas dont il faut investir la réflexion. Voilà un petit peu la présentation. Donc j'ai essayé de balayer un peu les sujets de solutions administratives et en même temps, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous ces sujets à co-construire ensemble et c'est ça qui me semble important. Merci beaucoup, Monsieur Onaf, pour cet éclairage autour des solutions administratives pour améliorer le recrutement dans nos services de médecine intensive réanimation. Et on a quelques questions parce que le sujet, bien sûr, il est assez intéressant et puis en plus, ça sollicite pas mal d'interrogations. Alors, on a une première question autour de l'arrêté de 2003 qui permet de faire travailler dans les services des médecins issus de la filière urgentiste, souscrivant donc aux conditions de l'arrêté, notamment ayant effectué sa compte de garde sous responsabilité. Alors, quel est l'avenir de cette filière maintenant avec les nouvelles mesures, les nouvelles réformes pour ces médecins-là? Je pense que évidemment l'idéal pour toute équipe, c'est d'avoir des praticiens qui ont fait le DES de médecine intensive réanimation. Et donc le groupe de travail qui va s'ouvrir là dans les prochaines semaines sur le deuxième DES peut être une manière, je dirais, de certifier un niveau de pratique et de connaissances suffisantes pour prendre bien en charge les patients dans les services de réanimation. D'expérience, je reprends sur notre exemple roubaisien, on avait une praticienne qui était d'origine urgentiste, qui n'avait pas la spécialité du coup d'Est de médecine intensive et réanimation, et qui participait dans l'USC, qui participait dans le service du SC. Et donc ça peut être une modalité, je dirais, d'organiser l'équipe s'il y a des postes qui sont vacants, de compter sur des urgentistes qui sont très motivés et qui développent, je dirais, en marchant leur propre formation de médecine intensive et réanimation, de les positionner sur des secteurs qui fassent qu'ils ne se retrouvent pas, je dirais, démunis. Et en l'occurrence, il n'y avait pas de participation de garde pour ce praticien, et en même temps, une gestion de l'USC qui était utile pour la fluidité des parcours des patients au sein de l'établissement, pouvant passer par exemple d'une prise en charge initiale en réanimation vers une USC, ou à l'inverse, un patient qui se dégraderait de l'USC pour aller en réanimation, sachant que les deux services étaient une porte donnée sur l'autre, quoi. On a une question dans la salle. Oui, merci Gilles Capelier Besançon. Merci en tous les cas de nous avoir proposé un certain nombre de solutions. Il y en a une qui, à mon sens, est encore importante, c'est l'effectif des services de réanimation qui est loin d'être normé sur le plan médical. Et on voit qu'il y a des grandes hétérogénéités, du coup des grandes différences de charge de travail. Et parler attractivité sans pouvoir un peu proposer justement ce que vous avez
annoncé dans le cadre du Ségur, c'est-à-dire reconnaître des valences non cliniques, c'est bien, mais si on n'a pas les effectifs déjà à la base, on va avoir des difficultés à le faire. Est-ce qu'il y a une réflexion autour de ce travail, de cette évaluation des besoins effectifs en médecins ? Alors, il n'existe pas de projet d'effectifs normés, je dirais, sur l'ensemble des activités médicales, chirurgicales et du coup en réanimation. Et en effet, je dirais chaque établissement, en tout cas c'était la manière dont on avait procédé nous, se pose les questions en fonction du nombre de lits, des activités qui peuvent être faites, quel est le bon nombre de praticiens dans l'équipe. Sachant que la contrainte, et que vous connaissez tous, c'est que des médecins de médecine intensive et réanimation, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Et l'un des enjeux, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que sur l'attractivité, on a deux défis. Le premier, c'est d'attirer les praticiens qui sont actuellement en activité. Et puis, il y a un vrai sujet avec les plus jeunes, comment on forme davantage et comment on attire davantage aussi sur ces métiers-là. Après, puisque du coup il faut travailler, je dirais, avec les contraintes actuelles, notamment du nombre de praticiens, nous on avait réfléchi, puisque du coup on avait déjà mis en œuvre du coup cette possibilité de faire une activité non clinique et en gros, on partait de la maquette actuelle, on se disait si on arrive à recruter une ou deux personnes, comment on change les activités, et puis du coup avec, je dirais, une organisation par palier qu'on avait déjà mis en œuvre avec les urgentistes lorsque le référentiel de 2015 a été mis en œuvre, et qui, je pense, est la bonne manière de, je dirais, pas à pas, de donner une perspective d'organisation et en même temps d'attirer du coup des praticiens en disant si tu viens dans l'équipe, une personne de plus, ça permet à ce qu'on puisse un peu modifier notre organisation. Donc ça, je pense, c'est l'un des aspects. Il n'y a pas de réponse. Je veux dire, il ne suffit pas de claquer des doigts et d'avoir trois médecins de plus. Mais par contre, si vous réfléchissez, c'est pour ça que je parlais du projet médical, si vous réfléchissez à la manière dont 2 personnes de plus dans l'équipe, comment on peut en bénéficier pour réorganiser les activités, ça permet déjà je dirais de pas à pas donner une projection qui fait que nous concrètement on avait réussi à recruter davantage et du coup de pouvoir vraiment mettre en œuvre des choses qui au moment où on les discutait paraissaient complètement illusoires. C'est-à-dire que personne, je dirais, ne croyait qu'on allait réussir à recruter des jeunes praticiens et que, puisque ça faisait déjà plusieurs années qu'on avait de grandes peines à le faire, et que ces organisations qu'on discutait, notamment ces activités non cliniques qu'on discutait, puissent devenir réalité. Et aujourd'hui, ça l'est. Merci. Christophe. Alors on a juste brièvement une petite question du chat, peut-être réponse courte, mais tout ce que vous avez présenté, est-ce que ça s'applique au secteur privé et comment vous voyez l'attractivité en réanimation dans le secteur privé, mais c'est peut-être moins votre... J'avoue que je n'ai pas d'expertise, voilà, je pourrais donner des réponses, mais elle serait certainement pas très pertinente. D'accord. Merci beaucoup. Et donc Christophe, question courte, réponse courte. Christophe Guiton-Le Mans. Une question en même temps un souhait. Là, moi, je suis évidemment tout à fait d'accord sur l'attractivité en offrant des plages de travail hors clinique là, à nos collègues. Le souhait, c'est est-ce qu'on ne va pas créer un peu des usines à gaz en contractualisant individuellement, en identifiant des plages? Est-ce qu'on ne peut pas laisser un peu plus de place au chef de service et dans sa relation avec la direction des affaires médicales, d'une contractualisation assez simple, d'un calcul d'effectifs qui est quand même assez facile à faire sur la partie clinique et d'y rajouter un pourcentage. Et après, c'est quand même le rôle du chef de service d'attribuer des tâches et de voir ce qu'il en ressort et de contractualiser tout ça. Alors, oui, tout à fait. L'idée, c'est que ce qui va être proposé du coup dans le statut, c'est que les praticiens qui sont à temps plein ont une demi-journée par semaine consacrée à ces activités. Et la possibilité de discuter pour avoir davantage peut-être de temps non clinique si l'équipe le souhaite ou si un praticien le souhaite. En tout cas, voilà. Pour moi, ça ne peut marcher que si c'est le chef de service qui est vraiment, je dirais, l'organisateur de l'équipe et qui dit, voilà, toi tu veux faire de la recherche, et voilà comment l'organiser. Ça marche, c'est primordial. Hein, voilà. Et je dirais que la partie administrative, c'est plutôt... moi, je crois d'ailleurs plus qu'il faut présenter en CME les organisations, dire voilà comment on a travaillé, et que la partie administrative est finalement une validation, un suivi
plus que vraiment une impulsion. L'impulsion, elle vient du chef de service et c'est normal parce que c'est lui qui connaît le plus l'équipe, c'est lui qui a probablement la vision la plus fine de l'avenir de la discipline. Et donc du coup, le dialogue, il est important parce que je ne crois pas que l'hôpital puisse fonctionner si on distingue, si on scinde la partie administrative de la partie médicale. Je pense qu'il faut travailler ensemble et du coup cet aspect-là peut être aussi un temps d'échange. Nous, c'est en tout cas comme ça qu'on construisait les choses, c'est-à-dire on se voit régulièrement, on fait le point, on suit un à un les praticiens, mais c'est le chef de service qui est le socle de la réussite de ce projet. D'accord. Et une deuxième petite question très courte, c'est est-ce que vous pensez que c'est encore raisonnable d'avoir 2 systèmes de financement, enfin de paiement des praticiens, c'est-à-dire à la demi-journée et à l'heure, parce que c'est finalement un moyen déguisé juste d'augmenter le salaire, ce qui est parfois assez intéressant, mais qui dans certaines disciplines n'a pas montré un franc succès finalement. Alors augmenter les salaires, je suis pas contre, mais imaginez que ça va être un franc succès. Tout ne passe pas par l'augmentation des salaires, mais je pense que il y a Je parle du calcul horaire, de mettre tout le monde au calcul horaire. Je dirais que de manière très pragmatique, ça permet aussi de rapprocher, puisque vous avez à la fois une discipline mire et puis des anesthésistes réanimateurs qui sont les équipes. Ça permet aussi d'éviter que l'argument financier soit le seul intérêt pour aller travailler au bloc opératoire. Après, j'ai bien conscience que ce n'est pas une réponse parfaite et que ça répond à tout, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre le temps continu. Mais je pense que c'est un des outils qu'on a à notre disposition et que on peut utiliser si nécessaire pour rendre attractifs nos équipes.